de la France, qui est un sujet clivant, qui est un sujet compliqué, car technique, mais qui est surtout un sujet politique. Et donc c'est un terrain sur lequel je ne souhaite pas aller ce soir, et c'est pour ça que dans la présentation que nous allons suivre ensemble pendant quasiment 1 heure, il y a certains pans que j'ai éludés, mais ça ne nuit en rien du tout à l'exercice que nous allons faire ensemble. Pendant 1 heure, nous allons passer par les faits, le contexte. En parlant de contexte, j'aurais aussi pu vous dire que la légitimité que j'ai ce soir à être devant vous, c'est 25 années de gestion de portefeuille. Je suis spécialiste de la dette. Je suis aussi partie prenante à, comment dirais-je, un engagement dans la soutenabilité de l'environnement, et je suis diplômé en matière de risque climatique. Et donc, ce qui me permet aussi de vous parler ce soir, c'est les 4 années que j'ai passées chez BNP Paribas Wealth Management Europe comme stratège pour la dette, en fait. Je suivais la dette et les allocations pour la partie gestion de fortune. Voilà. Pour l'heure qui nous attend, donc, les faits et le contexte, les intérêts de la dette, ou dans le champ lexical de l'administration, ce qu'on appelle la charge de la dette, financement et structure de la dette publique, l'effet boule de neige. Ça ne sera pas la partie la plus facile, mais je sais que je peux compter sur vous. Les limites à l'endettement, hors des aspects politiques, je l'ai dit. Et puis, des formations professionnelles obligent, un petit point sur l'investisseur averti qui se diversifie. Et enfin, des liens utiles. Les liens, en l'occurrence, sont toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour cette présentation. Ce ne sont que des sites officiels, comme l'Agence France Trésor, le ministère du Budget, la Banque de France, l'INSEE, Eurostat, parce que ce rendez-vous, je l'ai conçu aussi pour apporter une information citoyenne. Donc une information sourcée, une information fiable, vous doter d'un minimum de réflexion pour que vous soyez des esprits critiques sur le sujet qui, aujourd'hui, on l'entend, malheureusement trop souvent, est abordé avec énormément d'idées reçues, voire de fausseté. Donc, si nous voulons que notre démocratie vive, eh bien, il nous faut être des citoyens avisés. Il faut s'informer, c'est pas le plus facile, on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est parti. Introduction avec Monsieur Éric Lombard, notre nouveau ministre de l'économie. Il a fait une intervention sur France Inter le 6 janvier 2025. Et en substance, ce que j'ai retenu, c'est pas sans malice que je soumets à votre sagacité ces propos. Je gage qu'avec les informations qu'on va échanger ce soir, elles fassent son chemin dans vos esprits et que vous en ayez, à l'issue de cette soirée, un regard peut-être critique. On est parti, on se détend. Le chiffre fait peur, effectivement. Au 3e trimestre 2024, selon l'INSEE, le montant de la dette publique française était de 3 303 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB. Je rappelle la notion de PIB, produit intérieur brut, c'est l'indicateur qui permet de mesurer l'activité sur un territoire des services marchands et un peu d'administration. J'ouvre une parenthèse ici, ça permet d'apprendre des choses au passage. Si celles-ci ne sont pas déjà connues, souvenez-vous que le produit intérieur brut, il s'apprécie en termes nominal, d'une part, c'est-à-dire qu'on considère les prix courants multipliés par les quantités qui ont été traitées, ou il s'apprécie en volume, en prix constant, c'est-à-dire que vous n'appréciez d'une année sur l'autre que les seuls volumes, que les seules quantités. Donc, nominal ou en volume. D'accord ? Vous me suivez ? Parfait. Je vous ai aussi mis en dessous un petit site utile, fiable, l'Horloge de la République,
qui donne en temps réel, c'est amusant, on peut aussi s'en amuser, de l'empilement de la dette. C'est tellement énorme. 3 432 millions. Je vous passe les chiffres qui viennent par la suite. Et donc il y a tout un tas d'indicateurs que vous pouvez quasiment suivre en temps réel. Alors rentrons dans le vif du sujet. Pour ça, on va définir 2 éléments. Le premier, c'est le périmètre. Vous savez qu'on entend souvent parler de la dette publique au sens de Maastricht. Qu'est-ce que c'est que la dette publique au sens de Maastricht? Ça tient entre autres au périmètre qui circonscrit en fait l'État, l'administration centrale, les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc on parle bien de cet ensemble. Pour illustrer mon propos, l'éducation, la santé, la sécurité, donc la police, qu'elle soit nationale ou municipale. Donc nous avons là affaire au service public. Le deuxième élément qu'il nous faut repréciser, qu'on parte tous sur une même base, c'est le solde budgétaire de l'État. Le solde budgétaire de l'État, c'est pas compliqué. Les services publics reçoivent leur lettre de cadrage, leur lettre de mission du gouvernement. Selon ce plan de charge, il représente essentiellement les dépenses. En face, pour les recettes, il y a vous, il y a moi, il y a les ménages, il y a les entreprises qui payent les impôts, des cotisations, des charges diverses et variées, des taxes. Nous avons donc ce que je disais être les recettes. Et la différence, tout simplement, entre les dépenses et les recettes, selon que les dépenses sont inférieures aux recettes, nous sommes dans un excédent budgétaire, ou à l'inverse, à l'opposé, dirais-je, les dépenses sont supérieures aux recettes, et nous avons le fameux déficit, le déficit budgétaire. Alors quand il y a un excédent, évidemment, d'un point de vue pécuniaire, financement, il n'y a pas de souci. On a eu une période où on était en excédent avant 1974, et puis on a eu aussi, en 2000, une année où on aurait pu être en excédent. Le gouvernement de l'époque, dans un consensus avec l'opposition, a décidé alors de baisser les recettes, de baisser les impôts. Ce qui fait qu'on n'est pas passé loin de l'excédent effectif, officiel. Je referme là la parenthèse. Quant au déficit, malheureusement, on n'en entend que trop souvent parler. Pour certains, ils n'ont jamais connu que ça. Ce déficit, il faut le financer. L'argent n'y est pas, donc on va se débrouiller cette année-là pour l'emprunter. Et donc on va l'emprunter sur les marchés financiers. D'année en année, de déficit en déficit, on emprunte et on construit ce que nous appelons la dette publique. La dette publique au sens de Maastricht, par rapport au périmètre que nous avons défini. Si on visualise l'enchaînement, la chronologie des déficits publics en pourcentage du PIB, oui, on retrouve bien ce que je vous expliquais, que depuis 1974, où on était quasiment en excédent, on ne parlait pas vraiment de problème de la dette, enfin, on n'en parlait même pas du tout. Puis, qu'est-ce qui a bien pu se passer en 1974 ? On dirait vraiment qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose de marquant. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors, certes, il y a eu le premier choc pétrolier, puis le contre-choc pétrolier, mais c'est pas là où je vous attendais, en fait. On a changé de paradigme. On a arrêté de compter sur notre banque centrale, qui est donc Banque de France, et on s'en est remis à un autre système qui nous a emmenés vers, pour nos financements, à nous discipliner. Et donc, le maître, en l'occurrence, qu'on s'est donné, c'est le marché financier. Donc, je ne m'étendrai pas, je reviendrai certainement au cours de la présentation sur ce fait. Donc, on visualise l'ensemble des déficits annuels que l'on cumule année après année,
Et nous obtenons ainsi le profil de la dette publique française. Ce que je vous expliquais, hein, c'était vraiment pas un sujet. Alors c'est en milliards d'euros, donc on ne voit pas en pourcentage pour l'instant. En tout état de cause, retenez qu'au T3 2024, c'est toujours l'INSEE qui le dit, hein, vous retrouvez le chiffre qu'on s'est donné tout à l'heure, hein, 3 303 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB. La même met en couleur, comme j'ai mis ici. Tout simplement, on va mettre en évidence les moteurs de cette croissance de la dette. Et donc, nous discriminons l'État, les administrations centrales, locales et la sécurité sociale. C'est intéressant de se rendre compte que finalement, hors l'État, les autres entités ne sont pas si ravageuses que ça, contrairement à ce qu'on peut des fois l'entendre dire dans certaines émissions. Une perspective historique beaucoup plus longue, donc vous vous en doutez, hein, les deux guerres mondiales n'ont pas aidé, et puis derrière, années 50, années 80 quasiment, les 30 glorieuses, et on comprend pourquoi. De nouveau, le profil de la dette est complètement écrasé, et puis la hausse qu'on se connaît, et puis c'est vrai, une petite inflexion, mais comme celle-là, ou définitive, ça, l'avenir nous le dira. Et peut-être que vous aurez des éléments vous-même à produire après notre petite présentation. Dernier slide concernant l'effet et le contexte. Je voulais vous mettre en tête qu'on parle de dette brute. C'est défini ainsi par Maastricht. Mais on peut aussi parler de dette nette. Et si vous entendez parler de dette nette, sachez qu'elle est inférieure à la dette brute puisqu'on retire tout ce qu'on peut avoir comme placement à portée de main de l'État qui soit mobilisable. Donc en fait, si au passif vous avez la dette, à l'actif vous avez, je vais parler en financier, un peu de cash, vous faites du netting des deux, vous retirez les uns à l'autre, et donc vous obtenez de la dette brute la dette nette. La dette nette, comme vous voyez, elle est plutôt aux alentours de 2900 milliards. Je crois que ça fait 100-101% du PIB en fait. Donc tout n'est pas perdu. Comparaison internationale, plutôt comparaison même, devrais-je dire, européenne. C'est fourni par Eurostat, afin que nous sachions nous situer par rapport aux autres pays. Je précise, ce n'est pas forcément une chose à faire que de comparer les différents pays, parce que tout le monde n'a pas la même structure productive. Je veux dire, il y a certains pays qui comptent plus sur le tourisme, sur les services, d'autres qui sont plus forts au niveau des machines-outils, des exportations de biens. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes systèmes non plus. Il y a des choses qui sont prises en charge directement par les citoyens, d'autres dans d'autres pays où c'est pris en charge par l'État, comme la France. Donc, on ne comporte pas toujours, même si on parle de Maastricht et que Maastricht a organisé une certaine fongibilité de la mesure, c'est pas toujours évident de se dire qu'on va comparer ici les pays. Ceci dit, ça donne quand même une très très bonne vision. On n'est pas trop perturbé ici au niveau de la mesure, du fait que la France est en troisième position, si je puis dire, avec l'Italie qui se trouve devant avec presque 140%, et la Grèce qui, malgré la cure drastique qu'elle a connue, est encore aux alentours de 160%. On aime bien se comparer à l'Allemagne, donc je vais le faire. Hein. Voilà, l'Allemagne, on est plutôt aux alentours de 65, 68. Et puis, on a un voisin ici qui se débrouille pas mal, et qui est plutôt entre 25 et 30. Ici, c'est le critère de Maastricht qu'on devrait respecter, dont les discussions sont récurrentes sur le niveau auquel il a été fixé, comme les 3% de déficit budgétaire d'ailleurs. Une vraie comparaison internationale. La France apparaît en noir, je vous l'ai situé ici. J'ai aussi placé les grandes crises afin que vous puissiez juger de l'impact sur l'évolution du profil des dettes publiques en pourcentage du PIB des différents pays qui sont l'Allemagne, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et les États-Unis. Donc les deux chocs pétroliers. La crise financière, la faillite de Lehman Brothers. 2011, la crise des périphériques.
la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Les années Covid, et on n'a pas été aidé non plus par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque une bonne part de notre gaz en dépendait, donc il a fallu jongler avec les finances publiques, mettre en place des boucliers, c'est les choix qui ont été faits, voilà, tout ça se paye, mais tout cela ne constitue pas uniquement, comment dirais-je, la mécanique qui concourt au profit de la dette française. Donc, quand on se regarde là avec les autres, et tenez compte de la remarque que j'ai faite précédemment, effectivement, les USA sont au-dessus de nous. On retrouve encore l'Italie, et là, ce n'est plus la Grèce, c'est le Japon. Le Japon qui est qui est quasiment à 260%. 260%. Mais en fait, c'est pas si grave, puisque à 90%, la dette japonaise est détenue par les Japonais, par les résidents. Nous allons terminer avec les faits et le contexte. On continue notre petit bonhomme de chemin sur la compréhension de la dette publique et nous allons aborder maintenant un élément comptable et sonnant et trébuchant que sont les intérêts de la dette ou, comme on dit dans le jargon administratif, la charge de la dette. Je me suis permis de l'abrévier en CDD. Pour comprendre cette charge de la dette, on va passer par deux éléments qui vont nous permettre de discriminer, deux différences qui vont nous permettre de discriminer un ménage et la nation française, l'État. Donc le premier élément, je l'ai illustré avec un petit peu d'humour, hein, pas non plus là pour faire la tronche. Le particulier, le ménage, le bon père de famille, il naît, il se forme, il commence à travailler, il fait l'investissement de sa vie, il emprunte, il se met un toit sur la tête. Bon an, mal an, il élève sa famille, il chemine tranquillement, il commence à rembourser, il a remboursé une partie, puis arrive à un moment donné, si tout se passe bien, il a quasiment remboursé, il est propriétaire de sa maison, et à un moment donné, il casse sa pipe. Voilà. On est tous sûrs d'une chose, à 100%, c'est qu'on finira tous au même endroit. L'État, lui, c'est un peu différent. L'État, c'est la patrie, c'est la nation. Si je ne m'abuse, la France sera là après moi. Sera là après mon fils, qui est plus jeune que moi, et sera là après mon petit-fils. On pourrait aller loin comme ça, j'espère le plus loin possible. Et donc, de génération en génération, effectivement, on se rend compte que globalement, et c'était vrai jusqu'il y a peu, ça allait de moins en moins, la population grossit. Mais bon, c'est pas ça l'important, c'est que, quelque part, l'État français, quand il emprunte, puis qu'il rembourse, il emprunte et il rembourse, à un moment donné, il ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes. Puisque la population française, c'est une dynamique de vie et de passage. Donc là, je fais presque de la philosophie alors qu'on est censé faire de l'économie. Deuxième discriminant, deuxième différence, tout simplement, le particulier, il n'emprunte pas comme l'État. Le particulier, il forme son emprunt, il achète son bien, et puis il rembourse tous les mois une mensualité. D'ailleurs, il y a une erreur ici. Les intérêts apparaissent en jaune là et sont constants, mais en fait, c'est pas ça. Les intérêts dans les premières années sont prédominants. La partie remboursement, elle, est minoritaire. Puis au fur et à mesure que le temps passe, qu'on se dirige vers le remboursement final, la partie des intérêts diminue, et donc le remboursement, lui, tourne à plein. Donc ici, la modalité d'emprunt est une modalité d'amortissement mensuel. L'État, lui, il fait différemment. Quand il emprunte in fine. S'il emprunte à 10 ans, il rembourse à 10 ans. Entre-temps, il paye les intérêts sur la totalité de la dette. Donc, effectivement, le calcul qu'on visualise ici par les égalités de surface est correct. Et puis, sur la dernière année, il rembourse,
il y a un gros débours, et puis il paye sa dernière passe d'intérêt. Donc, à l'issue de ce petit constat, on tord le cou à une idée reçue. Eh bien non, l'État n'est pas un ménage. L'État, contrairement à un particulier, a une espérance de vie illimitée. Je ne dirais pas infinie, je n'irai pas jusque-là, mais illimitée. Par conséquent, il peut emprunter continuellement, ce que vous ne pouvez pas faire. On dit qu'il roule sa dette. Il roule sa dette par devant lui. Il a un remboursement, il emprunte. Il a un déficit, il emprunte, ça donnera lieu à un remboursement pour lequel il empruntera. Vous voyez, vous me suivez un peu la dynamique de la dette ici? De facto, il ne paye annuellement que les intérêts. Il ne rembourse pas. Il emprunte en permanence, continuellement. Eh bien, ces intérêts, annuellement, c'est la charge de la dette, la fameuse charge de la dette, qui est reprise donc dans le poste du budget de l'État, côté dépenses. Je vous ai matérialisé ici ce que l'Agence France Trésor fait pour l'État français. Quand l'État a besoin d'emprunter, l'Agence France Trésor va contractuellement émettre un contrat, en quelque sorte. C'est un instrument financier dont je n'ai pas encore donné le nom, qui est standardisé, qui est reconnu mondialement, ce standard en tout cas. Hein. Donc c'est une espèce de fusion entre du droit, différents droits, donc du droit financier, mais pas que. Et donc c'est matérialisé dans ce qu'on appelle une obligation. Il fut un temps où les obligations étaient représentées par des petits cartons que l'épargnant ou l'investisseur recevait, et il en détachait pour aller toucher ses intérêts à date anniversaire, ce qu'on appelait le coupon. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, tout ça est numérisé. Ceci dit, 1 milliard, ok, allez, allons-y, empruntons, l'Agence France Trésor se décide. On emprunte sur combien? Ils se concertent, hein, il y a un plan. Sur 10 ans, c'est ce qu'on appelle la maturité. Et puis, mais à quel taux? Ça, il faut quand même qu'on voit avec les investisseurs. Et donc, il y a des procédures qui permettent une espèce d'enchère, en fait. Et en fonction des infos détenues par les uns et les autres, du feeling que les investisseurs ont, de leurs besoins, de leurs obligations, au sens obligatoire, se forme un consensus. Et ce jour-là, il en sort 2%. Et donc, France Trésor acte, et nous nous retrouvons avec un taux facial de 2%. Tous les ans, France Trésor, l'agence France Trésor paiera 2% sur son milliard. Nous sommes sur le marché dit primaire. Le marché financier, dans son compartiment dit marché primaire, parce que c'est une émission nette, c'est une émission nouvelle. Quand cette obligation, ou un petit bout de cette obligation est acheté, elle peut être vendue, c'est totalement liquide. Là, on parle de marché secondaire. Au moment du remboursement, je vous ai déjà dit, hein, eh bien, on est à maturité, les 10 ans sont passés, on paye le milliard, pour ça on va réemprunter, et puis bye bye le taux de 2%, pardon. Donc, toujours pour illustrer et aller plus, comment dirais-je, plus précisément dans le mécanisme des intérêts de la dette, j'ai déjà levé un coin du voile. Hein. Pourquoi 2%? Pour vous donner une idée en fait de ce qui se passe vraiment. Je vous ai fait figurer ici le taux sur cette frise qu'on appelle TEC 10. C'est le taux de l'échéance constante à 10 ans. C'est un taux de référence pour l'État français. Et donc,
France Trésor, ce jour-là, elle a son petit calendrier, tout le pognon qu'elle va devoir demander, elle sort son petit milliard et elle dit « Ok, on y va. On y va là, les copains. Le consensus, il est sur les marchés financiers pour nous aux alentours de à 2%, on actionne. Et donc, on sort le taux facial qui devient 2%. Qui devient 2%. Vous vous souvenez ? Alors évidemment, tout ça est dynamique, ça fluctue quasiment à la minute. Les jours, les semaines, les mois, les années passent. Et donc, sur le restant de la frise, évidemment que France Trésor, l'agence France Trésor a dû certainement acheter ici. Puis là. Ça a donné des obligations avec un taux nominal qui était plus élevé que les 2%. C'est à elle de gérer les timings, c'est à elle de faire en sorte qu'on optimise le coût de la dette. Agence France Trésor. Je vous ai aussi fait figurer deux autres taux, deux autres profils. Celui en escalier, hein, qui n'est pas une jolie courbe, qui est anguleuse, c'est en fait le taux actionné par la Banque Centrale Européenne sur le marché interbancaire. C'est le taux dit de refinancement. C'est le taux benchmark, c'est le taux phare, c'est celui qu'on vous annonce quand il change, quand il monte, ah là là, quand il baisse, ouais, super. Et donc quand il baisse, les actions explosent, par exemple. Donc c'est là où, à court terme, très court terme, la Banque centrale pilote le coût du crédit à travers les banques. Donc retenez le REFI. Eh bien, le REFI, il influence beaucoup de choses. Et notamment, il influence les taux court terme. Au tout début de la courbe, à travers des taux d'intérêt à 3 mois, ici, qui sont pour l'État et l'Agence France Travail, ce qu'on appelle les BTF, les bons à taux fixe. Donc les bons à taux fixe, il y en a à 3 mois, jusqu'à 12 mois, et libre à un trésorier d'entreprise d'en acheter. Et puis, tous les 3 mois, il est remboursé, il replace, il est remboursé, il replace. Je voulais attirer votre attention sur deux curiosités. Quand on regarde le niveau des taux de la Banque centrale, et donc le niveau des taux à 3 mois matérialisé par exemple par la BTF, on se rend compte que qu'est-ce qu'il a foutu? Il a mis ça en dessous de zéro. Quelle période c'est? 2021, 2022? Un petit peu plus. C'est pas une erreur. On a eu la Banque centrale qui a piloté des taux négatifs. L'explication, c'est que... la conséquence, plutôt. Je ne vais pas donner l'explication. La conséquence, c'est que l'État français, s'il avait pu emprunter négatif, quelles conséquences, à votre avis? Qu'est-ce que ça vous inspire, un taux négatif? Vous êtes emprunteur et on vous dit, taux négatif. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Tout simplement, vous êtes content parce que vous allez être, en partie, vous allez prendre 100 et puis vous allez rendre 99. Et pourtant, il y a toujours eu de la liquidité au sens où les investisseurs ont participé au financement de la dette française. Il y avait des conditions très particulières, c'est vrai. Ça, il faudrait que je fasse un petit point sur la politique monétaire de la Banque centrale. On apprendrait pourquoi. Ici, malheureusement, dans le temps qu'on s'est imparti, c'est un peu court, mais voilà, je vous donne des éléments qui peut-être vous donneront envie d'aller taper sur un moteur de recherche et puis d'aller sur le site de la Banque centrale européenne. Qui sait. Il y a des vidéos, elles sont super bien faites. Il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui pour, en 5, 10, 15 minutes, de manière visuelle et vraiment sympa, apprendre plein de choses et, pardonnez-moi l'expression, être un peu plus avisé, bien que je sache que vous êtes tous des adultes responsables, être un peu plus avisé et moins se faire balader par tous ces gens qui ne cherchent qu'à faire le buzz à longueur de journée sur ces chaînes qui n'en finissent jamais. Vous avez compris que j'ai la dent dure contre certains canaux. Donc, Banque centrale, effectivement, c'est pas une erreur. Et puis aussi ici, vous auriez peut-être trouvé bizarre ici qu'un taux à 3 mois qui est supérieur à un taux à 10 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette curiosité?
Si je me prive 10 ans de mon argent, j'espère quand même qu'on me verse une prime par rapport au court terme, une prime de terme. Eh bien, ça marche 99% du temps, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des conditions, des fois, qui apparaissent, qui font que on observe ce que j'appellerais une espèce de dystopie en quelque sorte. Hein. Mais non, c'est bien la réalité. En l'occurrence, c'est pas compliqué. La Banque centrale a fait remonter très fort le taux refi, et elle l'a fait remonter à un niveau supérieur au taux 10 ans qui était formé par le consensus des investisseurs. Donc, elle l'a aussi influencé par rapport au fait que la Banque centrale, pendant un temps, a acheté des titres de dette de long terme. Et donc, en achetant ces titres, elle a injecté des liquidités. Et donc, en exerçant une pression à la hausse sur le prix de ces titres, de ces obligations, le corollaire, c'est que les taux de rendement, eux, ont baissé. Donc, elle a maintenu et elle a abaissé tant qu'elle a pu les taux longs. Donc, si on représente sur un axe l'intervention de la Banque centrale et le profil des taux selon les maturités de l'État français, on a eu un temps des taux négatifs à court terme. Donc ça, c'est grâce au refi. Et puis, par l'action de ce qu'on appelle le quantitative easing, les achats de dettes dans le marché par la Banque centrale européenne, via l'eurosystème. L'eurosystème, c'est l'ensemble des banques centrales, telles que la Banque d'Italie, la Bundesbank pour la Banque d'Allemagne, la Banque de France. Eh bien, elles ont fait monter les prix, mais en corollaire, fait baisser les taux. Ça aussi, il faudrait que... oui, on pourrait envisager une prochaine, au mois de septembre ou au mois d'octobre, pour expliquer tout ça. Donc, une fois qu'on a en tête un peu le contexte, on se dit « Ah ouais, ok, d'accord. Étrange, mais ouais, je commence à comprendre. » Vous me suivez? Oui? Alors, on revient à la charge de la dette, parce que on en a parlé ici... oui, ok, d'accord, tac, on accumule, on paye des intérêts, d'accord, ça rentre dans le budget, très bien, ok, super. Mais quantitativement, ça représente quoi? Mais la charge de la dette en 2024, c'est 56 milliards d'euros, selon le ministère du Budget. Oui, selon le ministère du Budget, tout à fait. Et le graphe, lui, vient de l'INSEE. J'ai précisé 2024 parce qu'il n'apparaît pas, en fait, sur le graphe. On va que jusque 2023. Et donc, on se rend compte que, à l'historique de cette charge d'intérêt, qui est, je le rappelle, annuelle, 2020 était une année où on était à l'étiage. Hein, je rappelle que l'étiage, c'est le niveau le plus bas d'un cours d'eau. 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros. On remonte assez vite, mais c'est à mettre aussi en relation avec ce que la Banque centrale a piloté et la remontée des taux longs. Et puis, on peut se dire aussi la chose suivante. 50 milliards, finalement, c'est pas beaucoup plus qu'on avait, par exemple, en 90. Ça fait quand même 35 ans. Et pourtant, la dette ici, elle n'était pas à plus de 100% du PIB, 113,7. Elle était bien moindre, bien moindre. Donc vous vous rendez compte que finalement, donc je parle d'ici, hein, que finalement, les 50 milliards, 54 milliards, 56 milliards, pardon, sont pas si inquiétants que ça, finalement. On a plus de 3000 milliards de dettes maintenant et on paye autant qu'on en payait quand on en avait peut-être moins de 1000. Tiens, non, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça après. Donc là, on se fait une petite comparaison internationale. Je dis qu'il ne faut pas les faire, mais je les fais. Là, on est en point de PIB, par contre. C'est pour ça que les chiffres donnés sont un peu plus bas. Donc là, on fait une comparaison intra-européenne et on se rend compte que on a Grèce et Italie qui tendent vers 4. Donc là, eux, ils raquent, hein, ils payent. Hein. Là, il y a du fric qui sort pour les intérêts. Et puis, nous, on est assez bien. Alors, on est à 2% en point de PIB. C'est intéressant, ce ratio, parce qu'il tient compte, en fait, de la croissance comparée des différents pays. Et il permet un peu de relativiser le côté quantitatif des supplémentaires des 56 milliards.
Et surtout, ce que vous devez noter, c'est que, ah ben écoutez, ça descend, c'est pas mal. Hein. On commence à avoir un sens, une intuition du pourquoi. Je crois que c'est la dernière slide sur les intérêts de la dette. Je peux vérifier. Oui. Je vous ai mis ici en pourcentage du budget de l'État. On n'est plus sur Maastricht avec les administrations centrales des collectivités et la Sécu. On est juste sur l'État, vous vous souvenez? Et donc, je voulais voir de quel rang, en fait, la dette occupée au sein des missions de l'État. Donc, défense, enseignement scolaire, pension, recherche, puis on a une palanquée. Hein. Ah, c'est quand même le sixième rang, hein, c'est 56 milliards. Ils occupent 6,6% du budget de l'État. Bon, ok, c'est... dont acte. Vous verrez que ce tableau aura son importance un petit peu plus tard, notamment quand on va parler des limites. Nous continuons à, comment dirais-je, cheminer sur la compréhension de cette grande mécanique. Et là, en matière de financement et de structure de la dette, et notamment en matière de financement, j'ai intitulé ce slide « Qui prête investit ?» Mais qui investit? Qui sur les marchés financiers investit? Principalement deux sources. La première, c'est la source de l'argent existant. C'est vos bas de laine, c'est ce que vous avez mis sous vos matelas. C'est l'épargne, qu'elle soit des ménages, des collectivités ou des entreprises. Elle le confie donc à des assureurs, à des sociétés de gestion, qui ont tous pour particularité de placer cet argent à travers des véhicules d'investissement qu'on appelle des fonds. Donc je pourrais citer AXA, je pourrais citer BlackRock. La boîte américaine, il vient aussi à la gamelle. Et donc tout ce petit monde-là vient sur les marchés financiers et vient à un moment donné former le consensus du prix de la dette de l'État français, dette qu'on qualifie de dette souveraine, souvenez-vous. Dette souveraine, d'accord? Autre source, deuxième source, celle-là elle est moins connue, les banques. Ah oui, mais bon, les banques, BNP Paribas, oui, moi j'ai des fonds BNP Paribas, oui, mais là, BNP Paribas, il est ici, sous cet aspect de l'épargne. Là, je parle de BNP Paribas sous un autre aspect. On a un système dit des réserves fractionnaires qui permet à une banque d'accorder des crédits en fonction d'un minimum de fonds dont elle dispose. En fait, elle peut prêter, en fait, elle doit avoir pour sécurité 15% en cash placé des prêts qu'elle accorde. Donc elle peut, pour 1 euro qu'elle détient, en créer 6. C'est ça le système des réserves fractionnaires. Eh bien, elles prêtent à l'État, les banques. Elles y ont intérêt d'une part, et puis elles y sont aussi un petit peu, comment dirais-je, poussées. Il y a des réglementations qui leur permettent avantageusement de défendre leur bilan si elles ont de la dette nationale. Donc, quelque part, on s'est arrangé en Europe pour que les banques nationales, je ne parle pas de la Banque de France, hein, je parle des banques nationales, achètent la dette nationale. Il y a tout un tas d'incitants qui font que, il y en a même qui sont obligés, les assureurs. Donc, en tout état de cause, les banques, elles ont la capacité de créer de la monnaie et elles ne se privent pas d'aller sur le marché financier pour prêter à l'État français. C'est pour ça que je me suis amusé à mettre ici, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, une imprimante. Puis tant qu'à faire, elle imprime des billets. Alors il y a un autre circuit, une autre source d'argent. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et ça va être l'occasion pour moi de vérifier si vous êtes attentif. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui pourrait être le troisième acteur dans le jeu? J'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a arrêté, là, mais on en a assez entendu parler. Elle a fait du quantitative easing. Ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'elle a acheté sur le marché secondaire, parce qu'elle n'a pas le droit d'aller financer directement un État. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Si elle veut aider l'Italie, si elle veut aider la France, si elle veut aider, c'est pas gêné. Eh ben, elle s'adresse aux banques. Hey, vous avez de la dette française, ok, moi je vous l'achète à tel prix, bien évidemment un prix supérieur au marché. Et donc, elle fait monter les prix. C'est le fameux mécanisme dont on parlait tout à l'heure. Corrélativement, les taux d'intérêt baissent. Donc la BCE détient une part non négligeable des dettes des États en Europe. Donc, dans ce circuit des marchés financiers, 3 sources. OK? Alors on revient au taux de marché. Cette fois-ci, je vous ai mis, non pas le Tech 10, mais je vous ai mis l'OAT, le taux de l'OAT. L'OAT, elle est émise par l'agence France Trésor et c'est l'obligation phare à long terme de financement de la dette française. OAT pour obligation assimilable du Trésor. Ça sonne bien. Waouh. Et donc je vous ai mis en parallèle la fameuse courbe représentative de l'évolution du REFI, le fameux taux piloté par la Banque Centrale Européenne sur le marché interbancaire, qui sert donc de prêteur en dernier ressort pour les banques commerciales. Et effectivement, on s'en était bien aperçu, il y a une similitude, puisqu'il y a une influence, bien qu'elle ne soit pas la seule, on vient d'en parler. Mais surtout, là où je voulais attirer votre attention, c'est ça. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, si on pouvait emprunter à taux nul, ou oui, les taux négatifs, on a eu des taux négatifs. Ben oui, regardez voir, même sur la courbe à 10 ans, on était négatif, on empruntait à 10 ans un taux négatif. Ça a duré quasiment de 2020 à 2022. Et ça va avoir un impact sur notre charge de la dette. Une chose que j'oubliais de vous dire, il est vrai que le mouvement qu'a opéré la Banque centrale est quand même assez exceptionnel, il faut le dire. Ceci est exceptionnel, mais ceci est exceptionnel. Qu'est-ce que j'entends par ceci? C'est une hausse de forte amplitude dans un temps qui est relativement court. Donc on a assisté à ce phénomène-là, d'autant qu'elle a freiné ses quantitative easing. Donc elle en a moins acheté de cette dette. Donc elle a permis finalement à tout ce petit monde d'aller vers ce que j'appellerais une normalisation, parce que c'est malsain. C'est malsain, des taux courts qui sont plus longs que les taux longs, des taux négatifs, on s'y perd là-dedans. Ça a des conséquences, hein. C'est que ça souffle sur les braises de la spéculation. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon on court à la catastrophe. Bon, je referme la parenthèse. Donc, des taux négatifs, l'agence France Trésor, elle a dû s'amuser. Comment ça se verrait sur la charge de la dette? Ben, oui, ça s'est vu. On en a parlé, mais surtout, ce qui m'embêtait ici, c'est... excusez-moi. Ce mouvement de forte amplitude sur un temps bref, est-ce qu'il a eu un impact, lui aussi, sur la charge de la dette à partir de 2022? On parle de financement, hein, donc on est toujours autour de la charge de la dette. Eh bien, pas encore en fait. Parce qu'il y a une inertie dans le mécanisme de gestion de la dette. Et merci à l'agence France Trésor qui fait de ce point de vue un super boulot. En l'occurrence, votre œil doit se porter sur la durée de vie moyenne de la dette négociable. Regardez, d'année en année, on est quasiment à 8 ans et demi. Ça veut dire quoi? Plusieurs choses. Première chose, c'est que il faut 8 ans et demi pour que l'agence France Trésor ait complètement renouvelé les dettes, le stock de dettes sur les marchés. C'est-à-dire que sur ces 8 ans, il y a un profil de distribution des remboursements qui vont tomber à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Chaque année, des montants différents, selon la stratégie que le conseil d'administration de France Trésor, l'agence France Trésor, dessine tous les ans. Et donc,
Ce qu'on comprend, c'est que, en admettant par exemple que les taux soient à 0 et que vous vous levez le matin, la Banque centrale fait ceci, monte l'ensemble des taux, que les taux à 10 ans suivent ce profil, eh bien, si c'est fait le 1er janvier, cette année-là, tous les remboursements que France Trésor va avoir vont être refinancés à ce taux. Et puis, le déficit de l'année va devoir aussi trouver les investisseurs, certainement à ce taux-là. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas toute la dette dont on revoit le prix avec le nouveau taux. C'est juste une fraction. La fraction de cette dette qui est réempruntée, qui a remboursé cette année-là, plus le déficit de l'année. Vous comprenez? Donc quand on vous dit « Oh là là, les taux de 3%, c'est la catastrophe, vous avez vu mais on essaie de vous faire croire que c'est 3% sur l'ensemble de la dette. Mais non, non, on est concerné que sur une année. Ok, si ça dure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 ans, c'est vrai que c'est la durée moyenne de vie de notre dette. Ah oui, là, effectivement, on aura 3% sur l'ensemble de la dette, puisqu'on aura fait ce renouvellement année après année sur la durée de vie moyenne de la dette. Vous me suivez? C'est clair? Eh bien, on le visualise ici. Vous voyez, le taux moyen pondéré, toutes ces émissions qu'on va faire pour le nouveau déficit et pour les remboursements qu'on doit refinancer sur une année, eh bien, ils apparaissent ici. Toutes ces émissions, on en fait une moyenne pondérée et on se rend compte que depuis les années 2000, on ne fait que baisser. Jusqu'à avoir eu en 2020, ici, une belle année où on a gagné des sous en empruntant. Et puis la remontée. On peut encore aller plus loin dans la compréhension du coût de la dette. Le stade ultime, il est celui-ci. C'est ce que nous appelons le taux implicite. Le taux implicite, c'est pas compliqué. C'est, voilà, je suis début de ma nouvelle année, N. Au 31 décembre N-1, j'avais 3300 milliards de dettes. Combien je vais payer d'intérêt à la fin de cette année? Je vais en payer 60. Je regarde, 60 divisé par mon stock de dette, et finalement j'ai le vrai coût de ma dette. J'ai le coût dit implicite, réel. D'accord? C'est le taux d'intérêt effectif. Eh bien, année après année, on visualise, depuis 2012 par exemple, que ce taux implicite, donc qui concerne l'ensemble de la dette, n'a fait que baisser. Oui. Et qu'on est arrivé jusque 2020, où les quelques remboursements et nouveaux emprunts depuis, on va s'occuper que de cette courbe. Ça, c'est des considérations comptables, on s'en fiche. On se rend compte que le taux effectif, qui est donc le vrai coût de la dette, a tendance à remonter. Donc, retenez bien, le taux implicite, il va être capital. Ça va être capital pour la suite et pour comprendre l'effet boule de neige. Alors là, c'est le moment où je me suis un peu arrangé avec la théorie pour expliquer ce qu'est l'effet boule de neige. Plutôt que de rentrer dans un formalisme algébrique qui rebute beaucoup de gens, et moi le premier, et pourtant je dois dire que là, en l'occurrence, c'est quand même pas mal de pouvoir poser une petite équation. On ne rentre pas dans des choses très, très sophistiquées non plus, mais je sais que c'est pas digeste. C'est pas digeste. Donc je tente de le faire passer à ma sauce, en m'arrangeant à 2-3 endroits avec l'équation et la bonne théorie. Mais néanmoins, on est dans le bon. Pour ça, il va falloir que nous abordions deux notions. C'est inévitable. Et la première notion, c'est celle de solde primaire. On va aller doucement vers ce qu'est le solde primaire. C'est le premier élément important de l'équation dont je vous fais grâce. Je parle bien de l'équation. Ici, j'ai décrit deux situations, deux agencements différents, mais deux situations pour lesquelles on est en déficit budgétaire. On est bien en déficit budgétaire. Pourquoi? Parce que les recettes sont inférieures aux dépenses.
J'ai juste fait un petit truc ici, c'est que j'ai détaché en fait la charge de la dette et j'ai fait apparaître le reste, c'est-à-dire les dépenses hors charge de la dette. Eh bien, sachez une chose, c'est que les recettes, moins les dépenses hors charge de la dette, moins l'élément financier, c'est ce qu'on appelle le solde primaire. Il est important. Ok ? Recettes moins dépenses hors charge de la dette. Voyez que l'agencement est quasiment le même, sauf que les recettes de la situation primaire à la situation secondaire, les recettes s'effondrent. Je suis bien en déficit de mon budget, solde négatif de mon budget, solde budgétaire en déficit. Et puis, j'ai fait apparaître la notion de solde primaire. Je vais progresser dans mon raisonnement. Slide suivante. Ok, j'ai mis de côté ma charge de la dette. On comprend que je ne veux plus parler du solde au niveau budgétaire, mais que je veux parler du solde primaire. Alors, recettes supérieures aux dépenses, excellent primaire. Excellent. À recettes inférieures à mes dépenses, hors charge de la dette, déficit primaire. Ce que vous devez imprimer ici, c'est qu'on peut être en déficit budgétaire, mais ne pas forcément être dans la même situation au niveau du déficit primaire. Vous voyez ? Déficit budgétaire dans les deux cas, ok, c'est pas le même déficit budgétaire, mais on est en solde négatif. Et pourtant, une situation où on a un excédent primaire d'un côté et une situation où on a un déficit primaire de l'autre. Très bien. Le deuxième élément à prendre en considération, ces deux éléments sont clés. C'est le différentiel entre la croissance du PIB, que j'ai appelé petit g, et le taux moyen I, qui est donc le taux implicite. Vous vous souvenez, le taux implicite, c'est celui qui vaut sur l'ensemble de la dette quand je prends la charge de la dette et que je divise par l'ensemble de ma dette, et donc c'est à un instant T le vrai coût de ma dette. Okay ? Donc on parle bien du taux implicite. Très bien. Alors, l'effet boule de neige, il se manifeste, c'est là que je tangente avec la réalité. L'effet boule de neige, il se manifeste dans une situation très précise. En l'occurrence, première condition, déficit primaire, soit solde primaire négatif. Ok ? Je regarde mon économie. La croissance évolue bien et puis ça stagne et je ne sais pourquoi, pour une raison X ou pour une raison Y. Le temps passe, les marchés financiers me demandent plus d'argent, des taux qui montent me demandent plus d'argent, et donc progressivement, mais année après année, mon taux implicite, qui est donc le vrai coût de ma dette publique totale, augmente. Et bien au moment où le taux implicite est supérieur à ma croissance, là je commence à avoir un problème. Je rentre dans ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que les intérêts vont générer eux-mêmes leurs propres dettes et ils vont s'auto-alimenter. On va rentrer dans une capitalisation de nos coûts, de notre coût d'intérêt, de notre charge d'intérêt. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que les intérêts vont générer des intérêts, j'ai des remboursements à faire, j'ai mes déficits. Ouais, là, je comprends qu'effectivement, il y a un truc qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, quoi. Donc, c'est une situation particulière qui fait que la dette mécaniquement augmente. La dette mécaniquement augmente, systématiquement. Il n'y a personne au monde qui coupe à cet effet. Et Donald Trump n'y pourra rien pour les États-Unis. Donc, j'ai fait une petite simulation. J'étais sur Excel et puis j'ai circonscrit une situation fictive où j'ai pris une liberté pour ne pas vous polluer l'esprit. Ce petit S ici, c'est mon solde primaire.
Je ne l'ai pas fait positif, négatif, ça m'a amené sur une matrice et un graphe en 3D. J'ai pensé que c'était pas ce qui nous agréerait, surtout à cette heure-ci, et moi le premier. Et donc en fait, je l'ai mis à 0. Très bien, il est à 0, pas grave. On a toujours possibilité de raisonner sur le solde budgétaire. Donc, oui, ok, évolution du ratio dette sur PIB, très bien, c'est un bon indicateur, on a vu ça tout à l'heure. La croissance, 3%, ah, on en rêverait. Hein. Et puis, deux situations. Première situation, le taux de la dette, le taux implicite est de 1%. Ah, si tant est que ça perdure, évidemment. Eh bien, vous voyez que même si nous avons des déficits budgétaires, dans une certaine limite, il y a un reflux du niveau global d'endettement public de la France. Ça s'auto-alimente. Merci la croissance. Par contre, si la croissance, qui est sympa, se retrouve à être inférieure au taux implicite de la dette, et croyez-moi, il y a des situations assez fréquentes où ça se produit, c'est pas du tout exceptionnel, là, on a une auto-alimentation quasi automatique à la hausse du niveau total de la dette publique. Donc vous venez de visualiser de manière numérique ce qu'est l'effet boule de neige. Maintenant, je conçois que ça ne peut pas être très clair, et donc je me suis mis en quête de chercher ce qu'on pouvait trouver dans les rapports, et je suis tombé sur une source INSEE. Ça a été fait pour un rapport qui était à l'initiative de M. Carrez. Ça date de 2012, comme quoi on va dire, les économistes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Hein. En rouge, on a fait de manière théorique apparaître la dette calculée sans intérêt depuis 1970 en pourcentage du PIB. Donc il y a des déficits, hein, souvenez-vous, hein, ça commence en 1974. Ben, vous voyez, si on ne payait pas d'intérêt, ça serait quand même pas mal. Hein, on ne serait pas là ce soir où on parlerait d'autre chose. Par contre, quand on replace la réalité de l'époque avec les intérêts, eh bien, en réfléchissant un peu, on se dit, mais tiens, l'écart, bah oui, l'écart, c'est l'effet boule de neige. Les intérêts sur les intérêts. Et donc là, c'est sympa parce qu'on le visualise. Je viens de noircir un peu le tableau. Ceci dit, est-ce que pour autant la situation est mortifère? Non, quand même pas. Hein. C'est pas la catastrophe dont on nous rebat les oreilles régulièrement pour nous mettre une espèce de pression, certainement, parce qu'il y a des choses qu'on veut faire passer. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait bien pouvoir faire passer? Ça, je vous laisse comment dirais-je, l'appréhender. Et encore une fois, ici, c'est là où je suis aux limites de l'exercice, parce qu'on rentre dans un aspect politique. Certains vous diront, bah, il faut privatiser l'hôpital, allez, les retraites, chacun sa pomme, on fait un minimum pour tout le monde. Je ne critique pas, et je ne vous dirai même pas ce que je pense. Et puis il y en a d'autres qui vous diront, ouais, mais quand même c'est un peu hard, on pourrait peut-être jouer sur les recettes, là, on a quand même des gens là, qui sont très riches, et on va peut-être remettre l'ISF, qui sait. Donc chacun aura raison, parce que chacun voit midi à sa porte. Donc c'est très très compliqué de s'embarquer sur ce genre de truc, et c'est pour ça qu'on se la fait en collégial, qu'on vote, et qu'on dégage une majorité, et que tout le monde, par le consensus national, se range à l'avis de la majorité. Il y a juste un truc qui me gêne aujourd'hui, c'est que l'information, elle ne circule pas bien, et elle est maltraitée. Et elle est maltraitée malheureusement parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de l'influencer. Je veux dire, vous allez sur le site d'Acrimed, vous verrez, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous regardez qui détient 90% des médias, ils sont 7. Hein, et ils sont tous plus ou moins potes avec un tel ou un autre, et puis ça se rend des services, on s'imagine bien. Hein. Donc ça me gêne. Ça me gêne. C'est pour ça que je pense que je vais en faire d'autres, des conférences, si le Rotary est OK, si le bureau est OK, pour amener des éléments concrets
des sources, faire en sorte que les gens reprennent le pouvoir sur leur esprit critique. C'est pas de la politique, c'est juste que chacun se détermine en son âme et conscience et en fonction de ce qu'il a envie de faire, ce qui est bon pour lui. Après, je veux dire, un point de vue ou l'autre, ça se vaut. Hein. Donc, je referme là la parenthèse. En fait, j'avais pas prévu de la faire. Je me suis un peu emballé. Alors, les limites à l'endettement. En même temps, cette parenthèse, c'est vrai qu'elle fait écho à cette partie. Ça tient beaucoup à la perception des investisseurs, puisqu'on se challenge sur les marchés financiers, à savoir que pensent de la politique française, de la croissance, des initiatives, de ceci, de cela, de l'équipe en place, de la stabilité politique. Il y a tout un tas d'éléments qui concourent à forger ce consensus sur les marchés financiers. Et donc, c'est quand même beaucoup une affaire de confiance. Et il y a un peu de com aussi là-dedans. Alors, arrive un moment où la situation est telle qu'elle est à ce point criante dans l'expression de sa réalité que, bien sûr, la com, ça devient une comédie. Et ça ne tient plus. Et à la limite, ça renforcerait même la défiance. Mais en l'occurrence, tant qu'elle est là, l'État, il trouve quelqu'un, quand il a un remboursement, pour emprunter et rembourser. Quand il a un déficit, pour combler son besoin en déficit. L'agence France Trésor pour travailler. Et à ce petit jeu-là, ça se passe très très bien pour la France. Si vous me permettez, je vous donne un exemple. Début de l'année, il y a eu ce qu'on appelle une adjudication, donc une émission au primaire. Il y avait un besoin de 8 milliards ce jour-là. Eh bien, quand l'agence France Trésor a dit « Ok, j'ai 8 milliards à placer, on en fait combien ?» Et là, il y a 110 milliards qui sont arrivés et qui ont dit « Ouais, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. » Ils ont tiré déjà 110 milliards pour 8. Je veux dire, si la tête de la France était pourrie, il n'y aurait quand même pas 110 milliards, rien que pour ce coup-là. Et sachez que, en termes d'émissions primaires nettes, la France, en 2024, c'était 285 milliards. Cette année, c'est 300 milliards, 2025. Donc, des 8 milliards, il va y en avoir. Et à chaque fois, c'est sursouscrit. Et quand c'est sursouscrit, ça a tendance à maintenir le niveau des taux. Hein, on n'est pas dans une perception, là, dans ce que je vous explique. C'est concret. Où il faut se battre pour que ça soit placé. Et donc, il faut que les taux montent pour rendre le taux attrayant. Non, pas du tout. Donc, je veux dire, il me semble ici que c'est encore un élément qui nous permet d'appréhender la qualité de la signature française. Par contre, si le doute s'instille, pour une raison X ou une raison Y, là, ça peut poser problème, parce que moi, si je me méfie de la France, hier, c'était 3% pour du 10 ans, moi, j'en fais pas, j'en fais plus confiance. Alors, moi, les 3,50. Ça fait quoi, toi? 3,60? Et lui, là-bas, combien? 3,65? Voilà, les taux montent. Les taux montent une année, donc ça va, c'est lissé, hein, vous vous souvenez, hein, sur le taux moyen pondéré, ça a un impact, mais pour cette année, on regarde le taux implicite, il a monté un petit peu. Et puis la défiance ne relâche pas, et les taux continuent à monter. Et ainsi de suite. Ça peut être dangereux, parce que là, on est typiquement dans un cas qui relève de la science sociale, qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que 3 à 4 ans de ce régime, quand on détonne par rapport à ses petits copains de l'Europe, on en est d'autant plus dans le viseur. Et là, c'est le cas de la Grèce, en 2011. Wow, la Grèce, regardez voir un peu, là, tel truc, tel truc, tel truc. Ouais, moi j'arrête de prêter. Ouais, moi j'arrête de prêter. Ah, lui, il arrête de prêter, moi j'arrête de prêter. Mais en arrêtant de prêter, ils empêchent le refinancement. Et donc ils précipitent la catastrophe. Donc en fait, c'est les marchés financiers qui, par peur, ont déclenché la catastrophe dont ils avaient peur. C'est ça le risque, c'est la prophétie autoréalisatrice. Personne ne peut savoir le moment où ça s'enclenche. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chatouiller les limites. À un moment donné, il faut du sérieux, parce que
vous ne savez pas le mal que vous faites dans l'esprit collectif de tous ces milliers et centaines de milliers d'individus qui concourent à former ce consensus. Donc ça, c'est une première limite du sérieux, de la rigueur. Si on veut se figurer la qualité de la signature, eh bien on fait confiance aux agences de rating. Donc les trois grandes, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui totalisent quasiment 90% du marché, qui sont des agences américaines. Elles attribuent des notes, donc qui vont du fameux AAA au AA+, AA, AA+, AA-, triple B+, triple B, triple B-. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'investment grade, donc les États ou les entreprises. Hein. Et là, ici, je vous ai mis en fait l'évolution des avis des agences. Vous voyez que, oh, dites donc, on a été triple A. Je ne m'en rappelais même pas. Et au fur et à mesure des années, des atermoiements, cette agence des BRS mettent, comme toutes les agences, un outlook. En fait, c'est une probabilité de mouvement dans les 2 ans. Donc l'outlook, il est positif, stable ou négatif. Vous voyez, des BRS, il était stable en 2016, il est passé négatif en 2020, le AAA. Et puis finalement, ils n'ont pas attendu très longtemps. Ils ont réduit leur appréciation en passant sur un AA+, d'un cran. Et là, d'un coup, ils sont instables. Et qui fait pareil? Toutes. Regardez, Moody's, 25 octobre 2024, il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça suggère que ces gens-là vont faire évoluer aussi leur rating vers le bas. Le plus criant, en fait, là-dedans, il est là. Regardez. Boum. Donc, on est passé, en fait... Alors, c'est pas tout à fait comme Standard & Poor's. Mais, je veux dire, le AA3, c'est le AA+. Le AA2, c'est le AA. Et le AA1, c'est le AA- de chez Standard & Poor's. Donc ce que vous comprenez, c'est que oui, effectivement, il y a un mouvement de baisse de l'appréciation de la signature française par les agences de rating. Parenthèse, Dagong, c'est la plus grosse agence de rating chinoise. Eux aussi, ils sont importants parce qu'ils ont du fric à placer, ces gens-là. Donc on est plutôt sympa avec eux. Et maintenant, vous allez me dire, oui, bon, AAA, AA+, AA, on est AA-. Ok, on est troisième cran en dessous de AA, qui est la signature maximale. Signature maximale, c'est par exemple l'Allemagne, c'est par exemple le Luxembourg. Les États-Unis, ils sont AAA ou pas? Ceux qui pensent qu'ils sont AAA, levez la main, s'il vous plaît. Ok, bravo. Effectivement, ils ne sont plus AAA. Ils ont été downgradés, on dit downgradés, down pour le bas et puis gradés, notés. Ils ont été downgradés une première fois, je crois, en 2011. Et c'est Fitch qui les a, poussés vers le bas, parce qu'il faut 2 ratings identiques pour considérer que, effectivement, vous avez un downgrade. S'il n'y en a qu'un, ça ne fonctionne pas. Et donc le deuxième, il a été asséné par Fitch, je crois. Non, Fitch, Moody's? Oh, je ne sais plus. Et c'était... je crois que c'était 2021. Donc, une autre limite à l'endettement, elle est celle-ci. Donc, je vous ai remis à droite une autre version de ce qu'on a pu avoir par le passé, c'est-à-dire le rang des intérêts de la dette dans l'émission d'État, sauf que ici, c'est 2022. Et ça vient de l'INSEE toujours. Je me suis beaucoup appuyé sur l'INSEE. Et vous avez là, par contre, l'ensemble des acteurs considérés par Maastricht. Donc vous avez l'État, les administrations centrales, locales, et puis la sécurité sociale. C'est pour ça que les chiffres ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais le rang est toujours le même. Après, ce qui m'importe, c'est ça, cette représentation amusante, en petite bulle. Elle est extraite du budget de l'État, budget initial de l'État, la LFI, la loi de finances initiale. Et donc, on peut y juger que parmi les missions de l'État, c'est un peu moins de 6%, un peu moins de 7%, ça a été arrondi.
Ici, on a la charge de la dette. Là, on a donc l'enseignement scolaire pour 11%, la défense, la recherche. Et donc, moi, la limite que je vois ici, c'est ce que j'appelle l'effet d'éviction. Je veux dire, si on a une dette qui continue à grimper, maintenant, oui, pourquoi pas? Pas uniquement parce qu'on fait des déficits bêtes, on fait peut-être des baisses de recettes qui vont profiter à la compétitivité française, et puis dans le même temps, on fait peut-être des dépenses qui sont des dépenses d'investissement dans la recherche, l'IA, je n'aime pas trop cette histoire d'IA, mais bon, ça c'est que mon avis, hein, je ne vais pas en juger. Ça peut être, on met le paquet sur l'enseignement, on remet un peu d'ordre avec la justice, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Enfin, il y a des dépenses que je vais qualifier d'intéressantes, parce qu'elles vont avoir un impact sur la croissance de demain. Elles vont être utiles. Hein, elles vont permettre de faire un petit peu plus pour le pays et pour sa croissance demain. Donc, aller réemprunter aujourd'hui pour ce genre de politique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est pas compris ou si c'est pas accepté, parce que c'est politique, par les marchés financiers, faites pas ce que vous voulez, vous avez les menottes aux pieds et aux mains. Eh bien, vos taux, ils montent, et on l'a vu. S'ils montent, ou même ils montent et puis ils restent accrochés, le temps passe. Au bout de 8 ans, on a refait le tour, et finalement, on a un taux implicite qui s'est progressivement élevé. Et puis, si ça n'a pas vraiment relancé la croissance, on est rentré dans l'effet boule de neige. Et donc, on a géré de la dette en générant de la dette sur les intérêts. Donc, résultat des courses, on peut avoir une charge de la dette qui... voilà, au lieu de 7%, fasse 8, 9, 10, 11. Mais jusqu'où? C'est quoi la limite? Personne ne sait. Elle est sociétale. Je veux dire, ça va se faire au détriment d'autres postes. Ça va se faire peut-être au détriment de la défense. Ah, je crois pas, non. Non, pas une bonne pioche, la défense. Ah, ben ça se fera peut-être l'enseignement scolaire. Oh, tiens, il n'y a pas moyen, là, de supprimer 4000 postes. Ah, il me semble, hein, 4000, je sais pas pourquoi j'ai 4000 moi. Hein, je n'ai pas la référence là. Donc, est-ce que c'est acceptable? Bah, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui allons en décider. On votera. Donc, voilà, je veux dire, l'une des limites, c'est ça. C'est ça. Dernier petit point, l'investisseur averti se diversifie, n'est-ce pas? Donc, je suis gérant de portefeuille, allez, c'était inévitable. Je vais en parler 2 minutes et puis je vous libère. Je n'ai pas regardé l'heure. Très bien. Donc, les USA AA+, bravo, vous aviez raison. Le 10 ans, tout ça c'est du 10 ans, c'est 4,3%. L'Espagne A-, 3,10. La France AA-, moins 3,2. L'Allemagne 2,40, la référence en Europe. Pour ça qu'elle est moins offrante, moins chère, je dirais. Et puis le triple B+, de l'Italie avec 3,5. Donc, si jamais ça cartonne, il vaut peut-être mieux, c'est bien dans l'investissement. Je ne fais pas de recommandation d'investissement ici, hein, que ce soit bien clair. Hein. J'ai donné ici aucun élément qui vous permette, a priori, d'aller les acheter. Parce que je ne veux pas qu'on dise que je donne des recommandations d'investissement. Quand j'y traite mon placement, c'est jamais qu'expression de ma satisfaction à moi, j'en mets. Voilà, c'est tout. Donc, 4,70, parce que c'est une perpétuelle, mais la mondiale, moi j'ai pleinement confiance, mais ça n'est que mon avis, et ça n'est pas une recommandation. On peut aller aussi investir en dollars, si on est prêt à prendre le risque dollar, qu'on estime que ce qui est fait là-bas, ça sera un dollar entre 1,5 et 1,10 dans 3 ou 4 ans. On achète de la communication, Verizon, 2035, 5,15. Et puis, je vous ai mis ici l'indice représentatif de l'ensemble des dettes des entreprises américaines. Grosso modo, c'est 7 ans, ça fait du 5,9. Donc, j'en ai terminé avec les liens utiles. Si la presse vous intéresse, vous savez à quelle adresse la demander. Je tenais à vous remercier pour votre attention. Et je vous remercie. Bravo.